Lucille Moreau, j'ai 17 ans et je suis à l'école de la deuxième chance qui se trouve à Nice. Très bien. Donc c'est une école qui accueille les jeunes entre 16 et 25 ans sans qualification. Elle fait la passerelle entre le monde du travail et la recherche de formation. Elle fait des alternances entre le monde du travail du coup et des projets professionnels. Et elle accompagne les jeunes vraiment en individualité et c'est un suivi personnalisé. Donc à l'EDC, on fait un magazine et je suis la déléguée pour cette interview. Pouvons-nous en savoir un peu plus à propos de l'association? Alors l'association est une association loi 1901 qui est gérée par un conseil d'administration, un bureau qui est nommé par ce fameux conseil d'administration et qui aujourd'hui a dans son bureau directeur un président, M. Philippe Duval, moi-même, un trésorier, un secrétaire général et un second vice-président. D'accord. Quel est votre parcours professionnel? Alors mon parcours professionnel est un peu particulier. J'ai fait des études de kinésithérapeute et j'ai eu on va dire très peu de possibilités d'exercer, voire même pas du tout, suite à des soins apportés à des proches, mon époux notamment, qui était extrêmement malade, et pour qui j'ai été, on va dire, son infirmière kiné perso. D'accord. Voilà. Comment êtes-vous arrivé là? À l'association? Oui. Alors, je suis arrivée à l'association parce que lors de la période où je me suis retrouvée seule suite au décès de mon mari, je n'ai pas eu, j'ai pas souhaité reprendre un travail et des études, et je me suis tournée vers le bénévolat, vers les associations, voyant que dans ce domaine de la non-voyance, ce n'est pas un handicap qui est facilement appréhendé par le public. Le handicap visuel n'est pas celui qui demande le plus d'adaptation, je dirais, mais c'est celui qui fait le plus peur. Donc il n'y a pas beaucoup de facilité pour les personnes non ou malvoyantes, parce qu'on englobe un peu aussi les personnes non-voyantes, bien sûr, mais aussi malvoyantes, qui ont d'autres problèmes. On peut dire que ce sont deux handicaps qui se côtoient, mais qui n'ont pas les mêmes difficultés, les mêmes demandes. Et qui sont pas tout... Les gens, le public sait ce que ça veut dire que de ne pas voir, mais mal voir, c'est quelque chose que le public ignore un petit peu. On se dit, bah, la personne, elle n'a qu'à regarder un peu de plus près, ou elle n'a qu'à faire attention. Or, quelquefois, il y a des maladies de l'œil qui font que c'est pas parce que vous allez vous mettre plus près que vous verrez mieux. Ou au contraire, quelquefois même, il vaut mieux un petit peu de distance. C'est très particulier. Donc, je me suis dit que l'aide aux personnes pour essayer de sortir les gens de leur solitude par différents moyens d'adaptation, et entre autres le chien guide, ben ça pouvait être une bonne chose et qu'il y avait énormément de travail à faire. D'accord. Alors non, on ne peut pas éduquer des chiens en tant que bénévole. On a, un groupe de bénévoles qui nous aident dans toutes les manifestations, dans les différents stands à tenir, comme la foire de Nice, d'autres foires dans d'autres départements, etc. Mais autrement, ici, on a un service de communication avec 2 personnes. On a un secrétariat où il y a également 2 personnes, une directrice générale, une personne à la comptabilité. Et nous avons alors sur le plan technique dans nos 2 centres, parce qu'on a 2 centres maintenant, un sur Nice qui est le centre technique est à Aise, et l'autre centre est à Lançon-de-Provence, près de Aix. Donc là, dans chacun de ces centres, on a une directrice technique et des éducateurs, 2 éducateurs diplômés dans chaque centre, plus des moniteurs. D'accord.
Et toutes ces personnes sont des salariés, ce ne sont pas des bénévoles. Du coup, vous êtes combien dans l'association? Nous sommes 20 personnes en tout dans l'association pour remettre chaque année aux alentours de 20 chiens. D'accord. Quelles sont les races idéales de chiens à former? Alors, la principale des races formées est le labrador. Un peu de golden également, des croisements golden et labrador, un tout petit peu de berger allemand, mais vraiment extrêmement peu de berger allemand, et puis quelques rares caniches, mais ça, je pense que ça fait vraiment... aujourd'hui, je crois que l'association a le suivi de 2 caniches, pas plus. C'est pas du tout à compter. Et puis quelques chiens que peut-être vous ne connaissez pas, qui s'appellent des labradoodles. Un croisement de labrador et de caniche. Et pourquoi les labradors, par exemple, les chiens qui sont idéaux à former, plus que les autres? Alors le labrador a une qualité, d'abord il est apprécié du public, ce qui est important. Ensuite, c'est un chien qui marche facilement, je veux dire, avec toutes les personnes. C'est un chien qui s'adapte aux personnes facilement, qui est affectueux, qui est robuste au point de vue santé, en général, qui ne demande pas un entretien important comme peut avoir le caniche, où il faut le toiletter, il n'y a pas tout ça avec le labrador. Et puis une facilité parce que dans notre association ici fait partie de la fédération nationale et qu'au sein de cette fédération nationale nous avons un élevage de labrador, de golden et de croisement de golden labrador. D'accord. Voilà, donc c'est aussi, voilà, la majorité des chiens c'est ça. Proprement dit, en général, elle commence entre 1 an et 18 mois. Mais je dirais que la famille d'accueil a d'abord son rôle à jouer dès que le chien arrive de l'élevage, c'est-à-dire il a 3 mois. Donc si on part de ce fait, le chien, lui, à 3 mois, on lui apprend déjà beaucoup de choses, c'est-à-dire à être propre, à savoir où est sa place, à se mettre là où il doit être, à se mettre également en bonne position quand il est sur les trottoirs, quand il doit savoir. Ça, c'est le rôle de la famille qui lui apprend à marcher correctement. Et puis un rôle important aussi, qui est peut-être un petit peu moins visible, c'est de savoir lui apprendre à faire ses besoins là où il faut. Pas n'importe où, comme le font la plupart des gens qui ont des chiens mal éduqués. Alors, comment se déroule la formation d'un chien? Le chien est mis en famille d'accueil. Il a à peu près 3 mois. Au-delà de ces 3 mois, la famille le prend en charge pour faire tout ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Et puis, au bout de quelques semaines, il revient régulièrement à l'école. Tout pendant qu'il est en famille d'accueil, il revient passer de temps en temps, alors tous les mois, tous les 6 semaines, ça dépend. Il revient faire un petit stage à l'école. D'abord parce que ça fait comprendre à tout le monde que le chien n'est pas le chien de la famille, mais le chien de l'école. Ça fait une coupure régulière. Et ça permet aux éducateurs qui ont la charge du suivi de cette éducation de voir le comportement du chien, et non seulement d'apprécier le comportement du chien, mais de voir si les consignes qui sont données à la famille sont bien respectées. Parce que c'est important. C'est comme un enfant. Si les bases ne sont pas bonnes, ben, il va avoir du mal à se mettre en place dans la vie et à respecter ce qu'on va lui demander. Le chien, c'est un petit peu ça aussi, quoi. S'il a appris de tout petit à être bien dans sa tête, à se conformer à ce qu'on attend de lui, eh bien, il sera d'autant mieux après un chien guide et ce sera du bénéfice pour la personne, parce qu'il ne faut jamais perdre de vue que derrière le chien, le jour où il va être éduqué, c'est une personne non-voyante qui va un petit peu confier sa vie et sa sécurité à un chien. Et ça vous est déjà arrivé de tomber sur des familles qui ne respectaient pas ces consignes? Ça arrive, c'est rare, mais ça arrive, parce que la famille le fait avec beaucoup de cœur, et ne le fait peut-être, quand il y a des petits dérapages, c'est pas parce que la famille a voulu, c'est parce que
elle cajole un peu trop le chien, ou etc. Mais c'est toujours fait avec bonne intention. Hein. C'est pas, la famille apprend au chien à être ce que l'on appelle un bon chien de compagnie. C'est-à-dire qu'il soit... par exemple, la famille, s'ils vont en vacances, eh bien, au contraire, s'ils veulent emmener le chien en vacances, c'est très bien, parce que là, le chien, il va voir beaucoup de choses différentes, il va croiser beaucoup de gens. Vous allez au restaurant, ben, le chien, voilà, regardez l'automatisme tout à l'heure, mon chien, systématiquement, hop, il va sous la table. Voilà, et ça, c'est appréciable. Je veux dire que vous montez dans un bus, dans un train, hop, le chien, il va se mettre devant vous, il va se coucher, il ne bougera plus, quoi. Il ne va pas se mettre à aboyer dans tous les sens, comme beaucoup de chiens qu'on voit dans d'autres circonstances. C'est vrai que c'est quand même très appréciable d'avoir... Donc plus le chien aura vu de circonstances et de choses et d'événements et de bruits différents, et plus il sera adapté à beaucoup de choses. Regardez, là tout à l'heure en venant, bon, ben, le tram passe, mon chien il est à peut-être 50 cm du tram, bon, ben, il ne bouge pas, il suit sa route. Voilà. Que le chien qui n'a jamais été habitué, ben, il va voir arriver le tram, il ne va peut-être pas rester aussi près comme ça. Voilà. Donc tout ça, ça s'apprend. C'est pas parce qu'on a des chiens extraordinaires, c'est parce qu'on leur apprend. Voilà. Si on apprend, il n'y a aucun souci, quoi. Comme nous, hein, si demain vous avez vécu, si un jour vous avez vécu toute votre jeunesse en haut de la montagne sans voir personne ni aucun bruit, quand vous allez redescendre en ville, vous allez avoir un petit peu des frayeurs, quoi. Ben, l'animal, c'est la même chose, hein. C'est du vivant et c'est pareil. Dans l'ensemble de la France, on considère qu'il y a 30% de réformes. Mais nous, ici, on est beaucoup plus bas. Ça dépend. Là, c'est franchement toute école confondue. Hein. Ce qui représente 11 centres d'élevage. Hein. Pas d'élevage, d'éducation, pardon. Comment s'appelle le nom du diplôme, du coup? Éducateur de chien guide. D'accord. Voilà. Et que deviennent les chiens qui n'obtiennent pas leur diplôme? Les chiens alors ils sont adoptés en général assez souvent par la famille d'accueil qui l'a élevé, parce que c'est normal, hein, on leur laisse la priorité quand même. Hein. Et puis après, adoptés aussi par des personnes qui s'inscrivent, qui viennent nous demander si on a des fois des chiens réformés. Et là, alors je vous dis pas, la liste est longue. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent que le chien est déjà bien éduqué à la base. Alors voilà, on a une adoption facile comme ça. On n'a jamais eu de problème pour faire adopter des chiens, même des chiens retraités. À partir de quel âge peut-on être accompagné d'un de vos chiens? 18 ans. Donc les mineurs, ils n'ont pas le droit? Alors les mineurs ont le droit d'avoir un chien, mais pas dans notre école ici. Dans l'école qui est la Fondation Frédéric Gaillan, qui est à l'Isle-sur-Sorgue, qui est une association, une fondation, qui est dédiée uniquement à la remise de chiens pour des enfants de 12 à 18 ans. Mais c'est la seule école qui fait ça, qui remet des chiens dans eux. Alors par contre, contrairement à nous qui avons des chiens qui sont dans notre secteur géographique, eux ils remettent évidemment des chiens dans toute la France. Qui, comme je vous disais, bon, on ne va pas compter toute la partie qui est en famille, qui dure au moins une année jusqu'à ce que le chien acquiert sa maturité. Après il rentre à l'école régulièrement, on va dire 4 mois, c'est vraiment le minimum pour un chien qui est, on va dire, qui est doué. Ça peut 6 mois, maximum 8 mois. En général, au bout de 8 mois, le chien, il est... Mais comme l'éducateur le suit depuis le départ, depuis sa sortie de l'élevage, l'éducateur voit les capacités du chien et ça permet aussi, si le chien doit être réformé, ça permet de le réformer avant d'entamer toute l'éducation. Parce qu'en fin de compte, pour nous, si on fait une grande partie de l'éducation pendant 6, 7 mois, 8 mois et qu'on s'aperçoit au bout de 8 mois que ça ne va pas marcher, c'est
je m'excuse de dire ça, mais c'est de l'argent perdu, quoi. C'est du temps perdu, c'est des moments pas sympas pour le chien parce qu'il n'arrivera pas. Parce qu'il y en a hein, qui n'arrivent pas. Non, j'ai rencontré une dame ce matin qui a adopté un chien de chez nous parce que le chien, non, c'était pas possible de continuer à le faire travailler. Il n'avait pas envie, ou je sais pas. Ou alors il s'est dit, tiens, je vais peut-être pas travailler, on va me fiche la paix. Parce que des fois, ça dépend aussi du caractère du chien, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Il y a des chiens qui ne comprennent pas. Alors, il y a des chiens que l'on réforme pour différentes causes. Il y a la cause médicale. Ça, on peut dire que malheureusement, le chien qui a des problèmes articulaires, qui a des problèmes, je sais pas, je vais dire des problèmes de vue, des problèmes de fatigue extrême, un chien qui n'est pas attentif, qui est un peu exubérant, qui n'arrive pas à se canaliser, ou que les éducateurs n'arrivent pas à canaliser. Bon, ça, c'est des ou médicales ou comportementales. Voilà, il y a des chiens qui sont super excités, on n'arrive pas à les canaliser. Bon, là, il ne faut pas espérer que ça ira jusqu'au bout. Après, je vous dis, l'avantage que les éducateurs prennent le chien depuis la sortie de l'élevage jusqu'au moment où ils vont le remettre à une personne non-voyante, à ce moment-là, ils ont le temps de voir que ça n'ira pas, quoi. Donc, ça met un petit peu des atouts de notre côté. Ça nous permet de... Mais on a très peu de réformes. Ici, sur Nice, sur notre école de Nice, enfin, quand je dis école de Nice, parce que c'est la maison mère ici, hein. Quand je dis l'école de Nice, c'est aussi bien le centre de Lançon que ici. Et c'est vrai qu'on a quand même très peu de réformes. D'accord. Après, la maladie, malheureusement, on ne peut pas. Hein, on ne peut pas prévoir, on ne sait pas. On peut pas, même si ce sont quelquefois des maladies qui ne sont pas très graves, mais on ne peut pas toujours remettre un chien à une personne, sachant que le chien a des traitements pour quelque chose ou quoi. C'est quand même toujours délicat. Il y a des personnes qui vont arriver à s'en sortir, à soigner le chien, d'autres moins bien. Donc, c'est quand même compliqué, ça. D'accord. Et du coup, quel est le coût de la formation? Alors, le coût total de la formation au jour d'aujourd'hui est de 25 000 € par chien. Ah ouais. À partir du moment où le chien va toujours pareil, sort de l'élevage, arrive chez nous, du départ de son éducation à 3 mois jusqu'à la remise à la personne, avec le harnais, la laisse et un petit peu de matériel qu'on donne à la personne. Je ne peux pas parler de prix, je n'aime pas parler de prix, mais il nous revient, nous, à 25 000 €. À nous de nous débrouiller pour avoir 25 000 €. Parce que tous les chiens sont remis gratuitement. Notez-le bien et dites-le. Parce que beaucoup de gens pensent qu'ils ne peuvent pas avoir un chien parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Le chien est remis gratuitement à tout le monde. Même si vous avez des tonnes d'or dans vos caisses, il vous sera remis gratuitement. Et d'accord, vous pouvez expliquer pourquoi il est remis gratuitement? Pour que ce soit le handicap, comment je vais vous dire, pour nous, le handicap n'a pas ni religion ni fortune. La personne qui a une fortune, bon, la religion on n'en parle pas, c'est quelque chose de personnel. On va pas demander aux gens s'ils croient en ceci ou en cela pour leur remettre un chien. Ça ne nous regarde pas. On remettra un chien à tout le monde. Et par ailleurs, les gens peuvent avoir beaucoup d'argent. On a des personnes qui sont fortunées, à qui on a remis un chien. Ils peuvent nous faire un don, s'ils veulent. Mais ce n'est pas une obligation. Jamais on a dit à quelqu'un ce serait bien de nous faire un don. Jamais. Si la personne le veut, si elle en a les moyens, elle va nous faire un don de 20 € ou de 100 000 ou d'1 million si elle veut, si elle les a. Mais on n'a jamais demandé 1 centime à une personne non-voyante. Ça ne doit pas exister. C'est pour ça que quand on me dit « mais moi je ne pourrais pas avoir un chien, je n'ai pas les moyens », tout le monde a les moyens d'avoir un chien. Tout le monde, puisque c'est gratuit. Au centre de la France, près de Clermont-Ferrand, dans un village qui s'appelle Lezou.
Comment faire pour aider votre association? Alors pour aider notre association, si vous avez une fortune, on prend. C'est la première des choses. Mais je pense que ce n'était pas le but. Et aider notre association, eh bien, nous avons toujours besoin de bénévoles quand on a des actions. Par exemple, je vous parlais de la foire de Nice, quand on fait un stand. Là, on aime bien avoir des bénévoles pour faire un roulement parce que c'est quand même 10 jours de foire. Hein. Le stand a tenu du matin à 10h jusqu'au soir à 20h. Voilà, donc dans ces actions-là, par exemple au mois de juin prochain, le 21, je ne me rappelle plus la date, oui je crois que c'est le 24 juin je crois, nous allons faire la vente des roses. Pendant une journée, un samedi, on vend des roses un peu partout en ville, et même on peut dire assez loin parce que on a un stand, deux stands même généralement à Cap 3000, dans beaucoup de magasins Carrefour, etc. Donc là aussi on a besoin de bras, tout bêtement, de gens qui viennent s'inscrire pour être bénévoles dans nos stands en fonction de l'endroit où vous êtes. Voilà, c'est surtout dans ces actions-là qu'on a besoin de bénévoles. D'accord. Avez-vous des partenariats avec d'autres associations? Alors non, partenariat vraiment, on a évidemment avec les associations qui travaillent pour la déficience visuelle, il se trouve qu'on se connaît et quand on fait nos portes ouvertes par exemple, on donne des espaces à des associations comme la VH qui œuvrent pour l'intérêt des personnes non-voyantes. Donc c'est très bien de pouvoir avoir un stand avec eux pour non seulement qu'elles nous apportent un petit peu leur expérience, mais aussi pour que les personnes, à cette occasion-là, sachent ce que fait la VH et que nous ne faisons pas. Et quelles sont les qualités requises pour entrer dans votre association? Ça dépend à quel niveau. En tant que bénévole, écoutez, à partir du moment où vous avez 2 bras et un peu de temps, voilà, et beaucoup de bonne volonté pour faire vraiment du bénévolat et se dire que vous apportez votre présence, même si quelquefois on reste à un stand une journée, c'est fatigant, c'est pénible. Mais s'informer un minimum sur les actions de l'association, avec les autres bénévoles qui sont là, qui eux auront peut-être plus d'ancienneté. Mais voilà, on ne demande pas une qualification particulière. Après, il y a des responsables de pôle, c'est-à-dire vous avez des responsables des bénévoles, des responsables des familles d'accueil. Là, ce sont des administrateurs qui, eux, sont responsables de chaque section de cette façon-là et peuvent vous dire dans tel endroit, à tel moment, j'ai besoin de vous, etc. On a beaucoup d'actions aussi qu'on appelle de sensibilisation, mais ça c'est fait par des gens qui ont quand même une certaine habitude de l'association pour aller faire de la sensibilisation, comme j'ai fait moi hier par exemple, où je suis allée dans une école à Carrosse pour présenter l'association d'une part, mais pour parler du chien. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que la maîtresse qui était là avec des petits, parce que c'était le CP et le CE1, avait préparé un travail et non pas axé sur le chien, mais sur le handicap visuel. Et alors là, pour une fois, je l'ai félicité parce que la plupart des gens regardent le chien et je me suis dit avec des tout petits comme ça, ils vont vouloir être tout sur le chien. Et bien pas du tout, ça a été très très bien canalisé et vraiment elle a fait un travail magnifique. Quel message voulez-vous faire passer au lecteur? Eh bien, faire passer au lecteur que le chien est un vecteur important, qu'il est sympathique, qu'il est gentil, mais qu'au bout de la laisse, il y a une personne. Et qu'il faut être attentif avant le chien à la personne, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement. C'est dommage, parce que, voilà, là, il faut... Je dirais que le message aussi est important dans le sens où la personne n'a pas l'échange du regard quand elle croise quelqu'un, puisqu'elle n'a pas la vue.
Le chien, lui, il a le regard. Donc obligatoirement, il accroche la personne un petit peu plus. Et puis, on est dans une société où le chien prend la place des humains, quelquefois. Et c'est bien dommage. Mais ça n'enlève pas les qualités du chien guide, je ne dis pas ça. Hein. Moi, j'ai eu 7 chiens guides. Je suis très, très heureuse d'avoir eu ces chiens. Mais il ne faut jamais oublier la personne derrière. C'est important. Et dans le cadre d'un stage non rémunéré, est-ce que vous prendrez des stagiaires? Ça nous est arrivé d'en prendre, ça dépend dans quel domaine, mais on a pris quelquefois des stagiaires. Nous travaillons dans des domaines bien particuliers, donc c'est pour ça que prendre un stagiaire, c'est pas toujours évident, quoi. Ça dépend dans quel domaine. Je ne peux pas vous faire une réponse affirmative vraiment, parce que ça dépend du domaine dans lequel il faut que ça cadre avec ce pourquoi nous travaillons. D'accord, je pense que c'est tout bon. Merci beaucoup de nous avoir répondu et d'avoir pris le temps. Merci à vous.